Et la communication que je présente aujourd'hui autour de la mobilisation féministe et agroécologique dans le cadre de la conférence sur les fonctions et les constructions des mobilisations et de l'activisme en Amérique latine se fonde sur cette expérience de recherche-action par laquelle nous comprenons non pas seulement une recherche qui produirait des résultats qui ensuite seraient appliqués par des acteurs, mais plus fondamentalement une manière de faire de la recherche qui s'intègre dans un processus de changement social, par exemple, dans la manière de poser des questions qui sont tournées vers les conditions de ce changement social pour ce qui nous concerne, une transformation des rapports de genre comme rapport de pouvoir et un développement de l'agroécologie comme modèle soutenable de production agricole. Alors, ce qui me paraît important à retenir du moment actuel où se trouvent les mobilisations, c'est que on est dans un moment de brouillage. C'est un petit peu comme s'il y avait eu un incendie. Et on peut penser aux incendies qui malheureusement ravagent les zones forestières du Brésil. Et on se trouve dans la fumée. On se trouve dans un moment où d'autres mobilisations, que ces mobilisations plus classiques du camp progressiste, comme on dit au Brésil, et dont fait partie l'agroécologie et le féminisme, se déroulent. Il y a d'autres formes de mobilisation. Depuis plusieurs années, des mobilisations de droite, qui sont des mobilisations assez instantanées, des irruptions dans l'espace public, et depuis 2 ans, depuis 2019, des manifestations d'extrême droite appelées par le président Jair Bolsonaro, et qui, par exemple, demandent la fermeture du tribunal suprême fédéral au nom de la liberté d'expression. Et quand on est dans un paysage qui est quelque part ravagé par les flammes, on peut avoir cette image de formes politiques qui sont différentes, d'espaces qu'on reconnaît plus, qui ont été balayés par un mouvement extrêmement violent. Ce qui peut être utile, c'est de regarder sur le temps long pour retrouver une forme d'intelligibilité des formes de mobilisation politique. Et par ailleurs, d'articuler les niveaux d'observation, le niveau national le plus visible, mais aussi le niveau le plus local dans ces territoires, par exemple ces zones forestières. Pour ce qui est de l'agroécologie et du féminisme, il me semble fondamental de retracer son histoire, de faire sa généalogie depuis la période qu'on appelle au Brésil de redémocratisation, des années 1980, en prêtant une attention à la manière dont les contre-publics, c'est-à-dire des espaces de formulation de discours oppositionnels, de contestation des catégories dominantes, c'est un concept qui a été forgé par Nancy Fraser dans sa théorie des publics, la manière dont ces contre-publics vont émerger dans les années 80 et puis vont se reconfigurer à travers plusieurs périodes successives, la période néolibérale des années 90, le cycle du Parti des travailleurs, donc les gouvernements Lula et Dilma entre 2003 et 2016, jusqu'au moment de l'impeachment de Dilma Rousseff, le gouvernement d'abord conservateur de Michel Temer, et depuis 2019, le gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Et puis d'aller ensuite regarder à un niveau d'observation plus local, y compris pour se rendre compte de toute la difficulté de cette construction. Comment est-ce que cette mobilisation politique va trouver ou non, à quelles conditions est-ce qu'elle va trouver ses appuis dans des processus et des projets socio-économiques. Les 2 territoires où je travaille actuellement avec des collègues de l'Université fédérale de Viçosa au Brésil, d'une ONG qui s'appelle la SOF, Sempre Viva Organização Feminista, et d'une seconde ONG qui s'appelle le CTA, Centro de Tecnologias Alternativas, sont situés au sud-est du Brésil. Il s'agit du Vale do Ribeira, dans l'état de São Paulo, et de la Zona da Mata, dans Minas Gerais. Et ils ont en commun d'être des territoires extrêmement disputés, des territoires traversés par des conflits fonciers, des conflits environnementaux, et ce qui est, je pense, commun à de très nombreux territoires au Brésil. Et c'est vraiment dans ces contextes de territoires sous haute tension
qu'il faut comprendre les projets d'agroécologie. C'est-à-dire que l'agroécologie est une manière pour des habitants de communautés rurales de résister, de développer une technique, un mode de production alternatif à une agriculture dominante qui est aussi pratiquée à petite échelle dans l'agriculture familiale, qui n'est pas seulement réservée aux grandes exploitations agricoles, et qui est déclinée selon deux principales modalités. Pour schématiser, il y a d'abord des organisations mixtes ou sans approche de genre, où l'agroécologie est comprise de manière assez classique et somme toute assez restreinte comme une technique de production, qui va chercher à intégrer la production agricole dans les cycles de reproduction, par exemple, de la forêt, donc en ayant une production de biomasse, en ayant des techniques de fertilisation du sol par le couvert végétal, en évitant par cela l'application de fertilisants chimiques qui entraînent celle ensuite de pesticides. Mais c'est un projet qui ne touche pas au rapport de genre. C'est un projet qui n'inclut pas les cultures vivrières en général ou seulement à la marge, qui s'intéresse aux cultures dites productives destinées à la génération de revenus, à la commercialisation, et non pas à une vision plus large de l'alimentation, de la santé, des cultures vivrières et des rapports de genre. Et donc, le deuxième type de pratique agroécologique, et qui explique ce slogan qui est aussi le titre de mon intervention de cet après-midi, « Sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie », résume en fait une radicalisation de cette proposition qui d'abord met en cause les rapports de domination de genre, la domination masculine dans l'agriculture familiale, dans le paysanat est évidemment très fort. Donc comment est-ce qu'on peut prôner un modèle plus soutenable si par ailleurs on continue à avoir une grande violence domestique? Et dans le même mouvement, c'est une proposition qui va élargir le spectre du travail pour inclure le travail non rémunéré effectué en très grande partie par les femmes dans les cultures vivrières, et qui va théoriser ou politiser sa proposition en disant en fait c'est une revalorisation absolument indispensable pour un agenda écologique et féministe en même temps de ce travail de care socio-environnemental qui s'exprime dans les cultures vivrières, dans le soin aux écosystèmes et aux personnes. Donc tout ça suppose de nombreuses conditions. On comprend à travers l'articulation de ces niveaux que l'implication d'agricultrices dans ce type d'organisation et ensuite dans des mobilisations plus larges qu'on peut observer au niveau national suppose un travail extrêmement minutieux de capillarité dans les territoires, de politisation qui est réalisée dans des espaces qui sont multipositionnés avec des ONG comme celles avec lesquelles je travaille et aussi avec des universitaires, les collègues brésiliens de différentes universités et donc aussi avec la participation de notre équipe en tant qu'IRD.